Début de saison d'Alpine est clairement sous tension. Clairement sous tension parce que on a vu les propos de Laurent Rossi qui ont été assez cinglants. Laurent Rossi qui a sorti la sulfateuse concernant ce début de saison. Très médiocre selon lui, un état d'esprit qui n'est clairement pas au niveau justement des attentes d'Alpine. Où on rappelle d'ailleurs qu'Alpine a un projet des 100 Grands Prix et l'horloge tourne très très vite pour Alpine qui a besoin absolument de se remobiliser instantanément après avoir notamment enchaîné avant ce Grand Prix de Miami 2 Grands Prix avec des 0 pointés en termes de points. Et ça fait extrêmement mal pour Alpine. Laurent Rossi, il a fait clairement une sortie médiatique énorme qui a mis un peu le feu aux poudres d'une certaine manière, mais ça prouve justement que Laurent Rossi veut absolument qu'Alpine aille dans la bonne direction et que les objectifs d'Alpine sont réels. Et il faut absolument que tout le monde aille dans la bonne direction et dans la direction de Laurent Rossi pour que tout puisse aller pour le mieux à l'heure actuelle. C'est un petit peu... ce n'est clairement pas le cas. Baby Choum, les propos de Laurent Rossi pour commencer en intro, c'est vrai que je ne m'attendais pas, je vais être très honnête, je ne m'attendais pas à ce que ça sorte maintenant, tout de suite, au vu de la situation. 5 Grands Prix, ça peut paraître tôt dans une saison de 23-24 Grands Prix. C'est un Grand Prix, ça peut paraître un peu tôt. Maintenant, est-ce qu'il avait besoin de faire une déclaration comme celle-ci pour qu'on se rende compte que le début de saison d'Alpine est raté? Je pense pas. Je pense que c'est, voilà, comme l'a dit Vincent, c'est pour mettre un coup de pied là-dedans et que tout le monde se remobilise sur l'objectif des 100 courses, qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, je ne sais même plus à l'heure actuelle combien il en reste Ouais, sur les 100 courses. Mais c'est sûr qu'il va falloir réveiller un petit peu tout le monde parce que le son de cloche est un peu différent dans différents côtés de l'écurie. Certains acceptent et comprennent et savent très bien que c'est le bordel, et d'autres vont botter en touche en faisant un petit peu la sourde oreille de oh bah non, tout va bien et la vie est belle. Mhm. Mais force est de constater, comptablement, c'est un échec. Le début de saison est raté. Les attentes, en tout cas, que Alpine nous ont mises, parce que des Bahreïn, on les attendait présentes, et des Bahreïn, ça a été une déception folle. Ouais. Que le mécontentement de Rossi peut se comprendre, effectivement. Roloski dit bah oui, Rossi a raison de mettre un coup de pression à Verstappen avec 500 millions dépensés et être au même niveau que McLaren. C'est une honte en 2023 pour faire P8 ou P9. Ce n'est même pas un bon résultat, c'est un résultat normal et peut-être minimal. Alpine, faudrait faire comme Aston Martin, prendre du personnel expérimenté et déjà aussi prouvé. Alors, il y a un peu de tout mélangé dans tout ça. Je comprends les avis qu'il peut y avoir à l'heure actuelle dans le chat et on va essayer de remettre un petit peu tout dans l'ordre. Mais c'est vrai que Laurent Rossi, d'ailleurs, Vincent et Baby Chou m'a parlé de la comparaison qui est totalement logique avec Aston Martin, notamment bien sûr par le départ d'un pilote de l'an dernier pour Aston Martin, c'est Fernando Alonso, et là Fernando Alonso, d'ailleurs il ne cesse de mettre des tacs d'ailleurs à Alpine ces dernières semaines, enfin du moins c'est un des Grands Prix Fernando Alonso, mais pour revenir dans la globalité, c'est vrai que Baby Chum l'a dit, il y a le projet des 100 Grands Prix pour Alpine. Pour vous dire aujourd'hui ce que c'est réellement le projet des 100 Grands Prix, c'est un projet qu'Alpine s'est fixé en 2021 si je ne me trompe pas Vincent, avec l'arrivée de Laurent Rossi, avec l'arrivée surtout d'Alpine en Formule 1 en tant qu'écurie Alpine, ce renaming autour de Renault Sport. Le projet était que en 2021, 100 Grands Prix après, Alpine préparait du coup ce projet pour devenir effectivement une écurie capable de nouveau se battre pour les victoires en Grand Prix, au-delà de parler réellement de titre de champion du monde, c'est réellement se battre assez régulièrement pour des victoires en Grand Prix. Il reste moins de 70 Grands Prix, pour être honnête, pour être clair là-dessus, il reste moins de 70 Grands Prix à Alpine pour retrouver les devants réellement de la scène. Quand on regarde les attentes qu'il y avait notamment par rapport à ce début de saison, justement Vincent, on se souvient que Laurent Rossi avait dit ce que je veux vraiment voir en 2023, c'est que l'équipe poursuive sa progression. Bah, c'est raté. C'est raté, Vincent, à l'heure actuelle, après 5 Grands Prix. Complètement raté, et puis surtout, ça ne va pas dans le sens de l'année précédente. C'est-à-dire Oui. l'année dernière, on a bien vu que l'Alpine était régulière, elle n'était pas la plus performante, elle arrivait à avoir une certaine régularité, en tout cas dans ses résultats, mais surtout, on nous promettait une évolution, un niveau de capacité à évoluer qu'on n'a pas l'impression de retrouver cette année. L'année dernière, Alpine a été, je pense, l'écurie qui a le plus évolué. En tout cas, dans la communication, c'était l'écurie qui annonçait le plus d'évolution régulièrement et des évolutions qui marchaient.
qui est passé du simulateur à la réalité sans problème. Ouais. Et là, on arrive aux essais privés de Bahreïn, et là, on se rend compte que Alpine soit joue un coup de bluff phénoménal par rapport à Aston Martin. Clairement, en fait, Alpine ne savait pas bien comment réagissait sa voiture. Et là, ça fait 5 Grands Prix qu'Alpine essaie de comprendre comment elle fonctionne, comment en tirer le meilleur. Puisqu'en fait, la voiture n'a pas évolué d'une manière extrêmement profonde. Hein. Il y a plein de petites choses qui ont évolué toute l'année dernière. Mais Ouais. tout ça, c'est dans les raffinements. C'est des choses qu'on ne peut quasiment pas voir aujourd'hui. Par exemple, la photo que tu montres là, avec la petite découpe dans l'aileron avant, voilà, c'est des choses qui apparaissent progressivement. Mais c'est plein de petites choses qui font qu'Alpine aujourd'hui doit continuer à comprendre comment sa voiture fonctionne et tout ça dans un Grand Prix et pas ce qui était annoncé. Et surtout quand on nous annonce oui tout s'est bien passé, on suit le programme. Oui. Là, il y a eu clairement C'est ça le truc. Ouais. Et je pense que c'est là où Laurent Rossi a vraiment les nerfs, c'est que c'est pas ce qu'on lui a promis. On lui a dit non mais t'inquiète pas. Alors, je pense que Laurent Rossi n'est pas du genre à se fier juste à tout va bien. Je pense qu'il avait des trucs chiffrés. Mais voilà, je pense qu'il y a des outils de pilotage pour essayer de comprendre la voiture qui sont utilisés. Mais voilà, clairement, Laurent Rossi a voulu lâcher les rênes à Mars Attenauer. Il revient, il dit non, là ça suffit, ça se fait rien de bon, on remet tout. Et je pense que même Luca, c'est clair que Luca De Meo a dû mettre une pression monumentale. Ouais. Qui se déplace à Miami, c'est pas bon signe. Hein. Ouais. C'est vrai que pas pour l'écurie, mais c'est pour le management. Ouais, Babychoum, tu réagissais aussi par rapport à ça. C'est surtout ça la problématique et ce qui doit mettre forcément en rogne Laurent Rossi avant de rentrer dans les propos plus précis du PDG d'Alpine. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Laurent Rossi, enfin, qui ne le comprennent peut-être pas, qui ne se rendent peut-être pas compte, plutôt, pardonnez-moi, mais de la situation dans la globalité, c'est que Laurent Rossi n'est pas patron seulement de l'écurie de Formule 1. Et encore, c'est même pas lui le patron de l'écurie de Formule 1, j'ai envie de dire, dans l'acting, dans l'action, plutôt. C'est surtout Otmar Szafnauer. Otmar Szafnauer a la responsabilité de l'écurie qui est Alpine en Formule 1. Laurent Rossi, le PDG d'Alpine Cars, donc de la marque Alpine. Laurent Rossi rendait compte au PDG du groupe Renault, à savoir Luca De Meo. Donc ça veut dire que Laurent Rossi il gère des immenses, beaucoup de dossiers, hein, que l'écurie de Formule 1 est un dossier extrêmement important, mais c'est un dossier parmi tant d'autres, Vincent, et on va y venir justement par rapport à ça. Et d'ailleurs, Babychoum, tu réagissais par rapport à ce que disait Vincent, c'est-à-dire que ce qu'a dû mettre en run forcément Laurent Rossi, c'est qu'on lui a dit « tout va bien, t'inquiète pas, on suit le programme », et puis finalement, non, ça va pas bien. On fait un début de saison qui est cataclysmique. On met 14 points en 5 Grands Prix. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Mais après, tu sens encore forcément voilà, l'ère Renault 2016. Ouais. Tu vois, où en fait, il y a encore un gros problème de communication. On nous survend quelque chose, ou en tout cas, on essaie de nous survendre quelque chose qui ne se produit pas, qui ne se passe pas, et c'est complètement l'effet inverse. Comment aux essais de Bahreïn, tu es en droit de te poser la question. Par contre, dès que tu arrives en FP et que tu vois qu'il n'y a absolument rien qu'à bouger, en week-end de course, tu dis ok, la course de Bahreïn elle va être compliquée. Oui, ça va pas louper. Tu fais un tour de sortie, tu as déjà ton capot moteur qui explose. Déjà, tu commences bien. Et non, mais c'est surtout que ces problèmes de communication là, c'est pas nouveau en fait, et que t'as l'impression que t'as beau changer tout le monde, c'est ancré en fait dans cette écurie, ce manque de communication. Et il y a de quoi agacer. Il y a vraiment de quoi agacer. Par contre, je veux revenir aussi sur le truc, c'est que le début de saison, en tout cas sur ces 5 Grands Prix, Alpine est raté, oui, au niveau comptable. Ouais. Clairement, point de vue comptable, c'est pas normal de se retrouver derrière McLaren. Ex-aequo, certes, mais derrière McLaren. Ça, clairement, c'est pas normal. Mais après, il faut aussi relativiser la performance. Parce que devant, t'as qui? T'as Red Bull, déjà qui te prend 2 places, Mercedes qui te prend 2 places, Aston qui te prend 2 places, Ferrari qui te prend 2 places. Il t'en reste plus beaucoup pour jouer les gros points. Donc c'est normal, tu vois, entre P8, P10, c'est les points qu'ils peuvent prendre. Mais par contre, c'est les points qu'ils doivent prendre à chaque week-end. Et ils peuvent prendre plus, comme malheureusement ce qui s'est passé en Australie, ça aurait pu être le cas, quand il se passe des choses devant. Donc c'est pour ça, c'est un manque vraiment d'optimisation des résultats, et c'est pour ça que ça doit aussi presser Rossi de se dire, si la voiture n'avance pas, on va stagner, on va peut-être limite reculer du top 10, et c'est ça, je pense, moi, qui le met hors de lui, et il demande une réaction
dès maintenant, quoi. Ben, en fait, c'est ça, et je vous rejoins tous les deux aussi par rapport à ça, c'est que il faut quand même remarquer, c'est que ce qui pose aujourd'hui réellement problème chez Alpine, c'est une dynamique des résultats qui n'est pas là. Alors oui, vous me direz, 5 Grands Prix, c'est peu, mais 5 Grands Prix, c'est surtout, si tu démarres mal ces 5 Grands Prix-là, t'as un handicap sur quasiment toute la saison, parce que t'es coupé dans ton élan. Quand on fait la comparaison par rapport à l'an dernier, la dynamique des résultats était excellente. Tu pouvais marquer des points quasiment à chaque Grand Prix, tu avais une voiture qui était polyvalente, et au-delà de tout ça, tu avais enfin de l'agressivité dans le développement du côté de chez Alpine, donc du côté de chez Enstone, et également du côté de chez Viry-Châtillon, pour améliorer aussi le moteur, un moteur qui, en termes de performance, était excellent. Ce qui posait problème, c'était la fiabilité, mais c'était assumé de la part du board d'Alpine de faire cette tactique-là, parce que la fiabilité allait arriver de toute façon après. Mais c'est surtout qu'on avait une excellente base sur laquelle se reposait par rapport au développement de la monoplace, et que surtout, apporter des améliorations c'est bien, mais les faire fonctionner c'est une toute autre chose. Et ça, Alpine, l'an dernier, chaque amélioration qui était apportée sur chaque Grand Prix différent fonctionnait quasiment instantanément, fonctionnait quasiment à chaque instant. Et ça permettait justement d'avoir une certaine marge de manœuvre, justement sur McLaren, et d'avoir un vrai matelas pour pouvoir aller chercher cette quatrième place et devenir la quatrième force du plateau. Quand tu fais cette comparaison au début de saison qu'on a aujourd'hui, avec ces 5 Grands Prix, 14 points marqués, seulement 3 Grands Prix sur 5 avec quasiment 0 pointé. Allez, le Grand Prix de Bahreïn, ça a été dans la finalité 1 point récolté par Pierre Gasly, 1 ou 2 points par Pierre Gasly. Mais dans la physionomie de la course, ça a été une catastrophe monumentale. Bakou aussi, ça a été une catastrophe monumentale. L'Australie, bah malheureusement, ça a été une catastrophe finalement parce qu'il y a eu ce crash au restart. C'est ça en fait où ça fait extrêmement mal, et c'est pour ça qu'il y a de la tension de toute façon du côté de chez Alpine, parce que ce début de saison, il n'est pas là où est censé être Alpine en termes de performance, et surtout en termes de résultats. C'est pas normal de faire 3 Grands Prix avec des quasi 0 pointés, dont 2 où c'est réellement des 0 pointés en termes de comptablement parlant en termes de points. Et ça fait extrêmement mal, forcément. Et ça, Vincent, pour Laurent aussi, quand tu vois surtout que... Bah alors c'est vrai que comptablement parlant, oui, McLaren est devant Alpine au classement constructeur. Ils ont le même nombre de points, mais ça fait extrêmement mal de voir que McLaren est au même niveau d'Alpine en comptablement parlant, tout en sachant que McLaren a concédé, et l'a dit très clairement, on a raté littéralement notre MCL 60. C'est une charrette. Et il y a de ça, et surtout il y a un aspect. Bon, alors c'est à la fois dans le sens d'Alpine et à la fois en sa défaveur. Le peloton de milieu est extrêmement resserré en qualification. Ouais. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu des qualifs avec aussi peu d'écart entre la P4 et la P10. Ouais. C'est assez fou. Ouais. Donc ça fait plaisir, entre guillemets, déjà pour le spectacle. Par contre, quand on voit qu'une P7, c'est une P5 qui est pas chopée, passe pour 1/10 ou 2 centièmes, ça fait mal. Ça veut dire que la petite optimisation, ça fait gagner une place. Et une petite place de gagner sur la qualif, c'est ça de gagner en plus pour la course du lendemain. Et je pense que c'est ça qui fait rager Laurent Rossi, parce qu'il y a vraiment des énormes opportunités en qualification et qui permettent ensuite de dérouler une bonne course le lendemain. Parce que plus on part de loin, vu la typologie de circuit depuis le début de la saison, où ça permet pas de doubler, hein. Clairement, Miami, c'est très compliqué. Bakou, si t'as pas un avion de chasse, c'est pas la peine. Ouais. Donc voilà, on est sur une problématique. Donc tout le monde râle sur le DRS, notamment Red Bull. Mais s'il n'y a pas le DRS, on se ferait chier à un point par an. Et ça serait compliqué. Hein. Déjà que ça fait 2 Grands Prix où on rompiche. Et après, tu fais bien de rebondir là-dessus aussi. Tu as raison sur le fait justement que le midfield cette saison est beaucoup plus resserré, notamment en qualification. Ce qui fait que oui, forcément, chaque place coûte cher. Tu peux être qualifié en P3 comme limite à peine passé en Q1, quoi. Donc forcément, c'est très coûteux. Il faut pas se foirer en qualif. Mais ça montre aussi, ça c'est un autre débat parallèle si tu veux, mais peut-être la limite aussi de cette réglementation. On le voit quand même depuis le début de la saison où
il y a les problèmes du passé qui ressurgissent d'un coup sur cette nouvelle réglementation aussi, où voilà, c'est beaucoup plus compliqué de dépasser, où tu dois limite encore laisser du gap pour économiser tes pneus pour pouvoir réattaquer derrière. Donc, ce qui fait que forcément, plus tu pars haut, plus tu as de chances de rester où tu es sans trop te faire doubler aujourd'hui. Donc, c'est aussi un défaut de cette réglementation qui fait que ouais, le midfield est serré, mais quand tu pars haut, au moins, t'es, on va dire, un peu plus tranquille. Parce que le fait de doubler aujourd'hui est devenu beaucoup plus compliqué que voilà, depuis l'année dernière. C'est vrai, effectivement. Je remercie beaucoup Aurel Martins, merci beaucoup Salut, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup Aurel, bah ça va super. Grâce à toi, encore plus, merci pour ton 4e mois, merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté Erosia. Merci beaucoup aussi pour ton 18e mois, quasiment 2 mois, comme Baby Shoom d'ailleurs. Merci beaucoup Erosia, on est proche du train de live, merci beaucoup les potes d'être présents et de participer au succès de cette chaîne, c'est grâce à vous. Tout le monde est quasi dans le même rythme, il y a 0 dégradation des pneus, donc forcément moins de dépassements. C'est peut-être pour ça qu'Alpine essaie de rentrer sur le marché US, et on va en parler aussi, parce que ça aussi, il y a peut-être un changement de stratégie aussi autour d'Alpine par rapport à ça, et c'est très intéressant que dans le chat que vous puissiez en parler. Le coup de gueule de Laurent Rossi, parce que faut l'expliquer réellement ce qu'il a dit Laurent Rossi. Il a dénoncé beaucoup de choses, Vincent et Baby Choum et le chat. Il a dénoncé réellement beaucoup de choses, et quand on dit qu'il a tiré, enfin qu'il a pris la sulfateuse, c'était pas réellement un mot qui est galvaudé, hein. C'est réellement, il se passe réellement quelque chose, enfin c'est des grosses paroles qu'il a pu sortir, Laurent Rossi. En gros, Laurent Rossi a dénoncé beaucoup de choses, des résultats médiocres, un manque de rigueur dans l'écurie, notamment dans l'exécution, et un certain dilettantisme. Autant vous dire que bon, quand tu sors ce genre de propos avec tes patrons d'écurie, ceux qui sont en dessous de toi dans la hiérarchie, et surtout celui qui est responsable réellement de l'écurie, bah il prend pour son grade, littéralement. On démarre avec un handicap de performance d'une part et un handicap d'exécution d'autre part. Ça fait beaucoup et ça se voit parce qu'on est à un classement qui n'est pas du tout digne des moyens qui sont engagés. On est assez loin, très loin de l'objectif final de l'année. Il y a un manque de performance, un manque de rigueur dans l'exécution, mais potentiellement aussi un état d'esprit qui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait par le passé par cette même équipe. Je n'ai pas aimé le premier Grand Prix de la saison, c'était Bahreïn, car il y a eu beaucoup, je suis désolé de le dire, de dilettantisme qui a conduit à un résultat qui n'était pas le bon, médiocre, voire même mauvais. Vincent, c'est vrai que quand tu sors un propos où tu dis le résultat n'était pas bon, médiocre, mauvais, on est clairement dans une situation où... Est-ce qu'il n'y a pas déjà un manque de confiance qui est déjà déclaré par rapport au patron d'écurie? Quand on en arrive, d'un point de vue communication, de peu que j'en ai fait, de tout ce que j'ai étudié moi dans ma vie, quand on arrive à balancer ça d'une manière publique, c'est ou que tu as envie de crucifier la personne et qu'elle est sur le départ, clairement. Donc ça, c'est vraiment, et à ce moment-là, ça va se régler à coup de contrat et d'avocat. Et soit, ça veut dire que les alertes ont été plus que levées depuis quelques temps, ouais, et qu'il n'y a pas de réaction. Voilà. Donc là, c'est une manière de mettre une pression directement sur Otmar. Parce que tu l'as pas encore dit, mais il y a la réponse d'Otmar qui dit qu'il a découvert ça dans la presse. C'est surtout que... Oui, tout va bien. Non mais Otmar, je vous jure que Otmar Safnauer a quand même dit pour la réponse, je vous la cite, hein, elle est quand même fantastique. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, mes frères, comment? C'est-à-dire que Otmar Safnauer, il dit, je n'ai aucune idée de pourquoi ces commentaires ont été faits, vous devrez lui demander... Mais je lui demanderai, ce week-end a été chargé, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir cela. Ça n'a pas été un bon début de saison, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il a fait ses commentaires. Bah oui, c'est pour ça qu'il a fait ses commentaires. Bah oui, c'est pour ça que Laurent Rossi pète son crâne, évidemment. Et depuis le début de la saison, c'est pas bon. Évidemment qu'il va le dire et ainsi de suite. Mais le fait qu'Otmar Safnauer dise quand même, je n'ai aucune idée de pourquoi ces commentaires ont été faits. Oh, non, mais quand même, je suis désolé, ça pour le coup, sortir ça... Je suis quand même très étonné d'entendre quand même le patron d'écurie, le directeur d'une écurie, entendre son patron derrière quand même dire, bah écoute, les résultats ont été publiquement dire, c'était médiocre, il y a du dilettantisme dans l'équipe, il y a un manque d'état d'esprit, il y a un état d'esprit qui n'est pas assez bon pour être pour être du côté de chez Alpine, parce que Alpine, je suis désolé, c'est l'un des joyaux de la Formule 1, très clairement. Renault est un des joyaux de la Formule 1 et ça doit pas être ainsi, ou peut-être pas d'être géré ainsi, mais avoir une autre façon de réagir. C'est surtout ça.
Et entendre Otmar Safnauer dire bah, je sais pas pourquoi ça a été dit, tiens. Oh, bah, je suis étonné. Non, mais c'est triste. Voilà. Bah, après, forcément, c'est l'angle Non, de mais bois moi qui- j'ai encore une balle. Ouais. Ah. Non, non, il veut pas rajouter de l'huile sur le feu, évidemment, mais moi, ce qui me fait marrer, tu vois, c'est genre. Donc, t'as Laurent aussi qui gueule, t'as Otmar Sauveur qui fait ah bon, qu'est-ce qui se passe Oui, c'est je ça sais en pas, fait. tout va bien. Et puis de l'autre côté, bah, t'as Gasly qui va te faire bah ouais, moi je parle beaucoup avec Rossi et tout, et puis avec des gars en interne, et c'est vrai que bon, la situation nous plaît pas, on est un petit peu frustré, mais on va faire de notre mieux pour aller mieux, quoi. Ouais. Tu te dis, t'as trois sons de cloche qui sont pas les mêmes, et Otmar, t'as Mm. l'impression qu'il limite il fait pas partie de l'écurie, quoi, sur ce truc-là. C'est un peu bizarre, C'est tu vois. bizarre. Mais C'est surtout, Lionel, j'espère que tu vas bien. Otmar, Arrête de crier, ça je fait vais te crier. 2 fois. Oui. Ça fait 2 fois qu'il apprend par voie de presse. Oui, C'était quoi la dernière fois, vous vous en souvenez? C'était Alonso, c'était Piastri, Ouais. Alonso. C'était Alonso et Piastri. Ouais. c'est ça. Non mais, à un moment donné, cette excuse-là, tu peux pas la faire 2 fois, Coco. Enfin, ça suffit. Mm. C'est vraiment la méthode de l'autruche, d'un point de vue communication, de faire ça. Totalement. Et genre, il est pas au courant que son patron, est interviewé. Enfin, Non, mais c'est Ah. surtout, il est pas au courant que son patron est mécontent. Bien c'est sûr, ça, enfin. tu veux nous faire croire qu'il est pas au courant qu'il est pas content, bien sûr. Surtout qu'en fait, même toi, tu devrais être mécontent, en fait. Oui. Finalement, tu devrais pas être satisfait à 100% de ce que tu as fait depuis le début de la saison, enfin en tout cas de ce que ton écurie a fait depuis le début de la saison. Tu peux pas te voiler la face en fait par rapport à ça. Si tu te dédouanes à chaque sortie de Laurent Rossi qui fait dans la presse, bah on n'est pas sorti. Hein. Vraiment, on n'est pas sorti. Si à chaque fois il nous dit tout et son contraire, ou qu'il nous fait genre bah, je suis pas au courant, je ne sais pas, j'en sais rien, ça va pas être facile pour la suite quoi. Je pense qu'il faut qu'il réveille, que quelqu'un réveille Otmar quoi, tu vois. Ouais. Faut lui dire, regarde, écoute, parle, au pire à la limite, je sais pas, communique un minimum, mais renseigne-toi quoi. C'est pas à la presse de t'apprendre des trucs comme ça, même si je pense qu'à mon avis, ouais, il joue un peu de la flûte, il savait très bien que ça Oui, gueulait, et il veut peut-être. pas la le mettre publiquement, tu vois. Mais... Oui, alors après, alors je rejoins aussi Vincent, c'est de faire ces politiques de l'autruche. Moi, je me pose quand même certaines questions. Et je rejoins aussi Vincent sur une chose. Si ça veut dire que ton PDG commence à te tirer des balles comme ça veut dire que déjà ton avenir dans l'écurie est terminé. Parce que la confiance, la confiance de tout ça, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance du tout. Parce que ça traduit aussi, ça veut dire que tu te tires des balles, entre guillemets, sur ton directeur d'écurie. Et que ce directeur ne semble pas quand même comprendre la situation et ne semble surtout pas comprendre pourquoi tu as fait ces commentaires-là. En fait, moi, c'est ça qui me rend fou. C'est-à-dire quand même que Otmar, Laurent Rossi tacle à juste titre la manière de penser dans l'écurie. À juste titre, hein, parce qu'au début de saison, il est quand même catastrophique. Enfin, il est pas bon du tout. Ça fait 5 grands prix. C'est pas bon du tout pour Alpine. Et que le patron d'écurie, à savoir le directeur d'écurie, à savoir Otmar Safnauer, répond en disant je sais pas pourquoi il a fait ces commentaires-là. Mais frère, oh quand même, je vais te répondre juste, je ne sais pas pourquoi il fait ces commentaires-là, bah tu dois quand même te douter que de ton début de saison il est pas bon, et qu'il y a un état d'esprit qui n'a pas être bon. Donc ça veut dire que si lui-même dit ça, c'est-à-dire que même lui, possiblement, n'a pas l'état d'esprit qu'il doit avoir pour être du côté de chez Alpine. Alpine qui a un gros projet. Un énorme projet. En fait. Et ça veut dire que Laurent Rossi dit une chose, pour pouvoir aller dans la bonne direction, et à juste titre, et qu'Otmar Safnauer dit je ne comprends pas, je n'ai aucune idée de pourquoi ces commentaires ont été faits. Aucune idée de pourquoi. Mais attendez, ça veut dire que lui-même ne sait pas pourquoi Laurent Rossi est mécontent. Laurent Rossi il est mécontent parce que c'est pas assez bon. Point. Laurent Rossi n'est pas assez bon. Alpine, pardon, n'est pas assez bon dans ce qui se passe. C'est tout. Et que là, voir entendre ça, c'est pas. Je trouve que c'est quand même assez lunaire. Otmar charge Enstone dans ses commentaires. De quoi charge Enstone dans ses commentaires? C'est-à-dire, j'ai plutôt l'impression qu'il défend ses troupes, Otmar Safnauer, quand même, Vincent aussi. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Et puis, je pense que d'une certaine manière, il y a aussi une façon de résister dans le mode ici on parle de sport, on parle pas que business, parce que Laurent Rossi est un businessman. Oui. Et en fait, donc ce week-end c'était le Grand Prix de Miami, et Alpine, donc c'était marqué dans les commentaires, donc c'est marque américain, et Alpine a signé un contrat de sponsoring avec AutoNation, Oui. qui est juste l'un des plus gros distributeurs de véhicules sur le marché américain. Clairement, donc Alpine, je pense, vise de déployer sa future gamme électrique. Je pense pas par rapport à l'homologation que la Sandis actuelle puisse être. En tout cas, des échos que j'avais eu, c'était très compliqué. Mhm. Mais clairement, pour la future gamme électrique, oui,
Je pense qu'Alpine vise le marché américain, en tout cas pour les SUV. Et là, clairement, enfin, c'est une manière de dire, Laurent Rossi, j'ai les rênes. Regardez, avec AutoNation, je suis capable de remettre en question mon écurie parce qu'il faut que ça performe violent. Ouais. De votre part, Fabien dit, alors oui, Coco, voilà, par contre, on est une écurie et des fois, ça va pas parce que, en face, on a quand même les meilleurs ingénieurs du monde aussi. Voilà, ça tempère un petit peu le discours de Laurent Rossi. Après, cette façon de faire par médias interposés et cette méthode, je pense que ça cache quelque chose en dessous de un peu plus sévère. Ouais. C'est vrai. Et justement, c'est pas seulement autour d'Otmar Szafnauer la problématique autour des propos de Laurent Rossi, c'est autour de son directeur technique qui s'appelle Matt Harman, son directeur sportif aussi Alan Perman et son team principal Otmar Szafnauer. Il les met littéralement, Baby Chum, face à leurs responsabilités. Mais comme je l'ai dit juste avant, quand tu sors ce genre de propos, la confiance peut risquer d'être rompue, effectivement, Baby Chum. Mais là, pour au-delà d'Otmar Szafnauer, c'est aussi Matt Harman qui est directeur technique et Alan Perman qui sont réellement directeurs sportifs, qui sont réellement mis face à leurs responsabilités. Ils ont intérêt à se bouger le cul en gros. Ah, c'est tout à fait ça en fait. Le fait de tirer à boulet rouge comme ça, sans langue de bois, c'est que de toute façon, sans citer de nom, ils savaient pertinemment qui c'est qui visait. C'est aussi simple que ça. Si tu travailles chez Alpine et que tu ne te sens pas concerné, à mon avis, t'es peinard. Par contre, si tu sens que tu vois ce qui se passe en piste n'est pas parfait, que les résultats ne sont pas là pour telle ou telle raison, et que tu diriges ce département en question, et que tu entends ce que Laurent Rossi dit, t'es pas très serein. T'es pas très serein. Maintenant, est-ce que c'est un coup de pression pour dire les gars, plus jamais ça, ou alors est-ce que c'est clairement, comme tu l'as dit, une attaque à la sulfateuse pour dire on va faire le ménage? Parce que là, l'objectif des 100 courses, il en reste plus énormément, il doit rester 2 ans, 2 ans et demi, donc peut-être faire le ménage moi-même. Et les gars, c'est ciao, vous prenez vos valises et moi je vous remplace. Maintenant, la question c'est de savoir tu mets qui à la place, parce que le marché quand même est très compliqué en soi. T'en as chez Red Bull qui bouge pas. T'en as certains qui vont aller chez Ferrari. T'en as beaucoup qui sont allés chez Aston. Qu'est-ce qui va rester au final pour Alpine derrière? Donc voilà, c'est une pression supplémentaire. Est-ce que ça peut créer une cassure? Peut-être, en fonction des mots employés, peut-être, parce que là forcément il parle à la presse. Maintenant, ce qui se dit en interne, je suis pas une petite souris, mais à mon avis, je pense que ça va quand même être bien pire que ça. Donc j'espère qu'en tout cas, des choses vont bouger, sans forcément que ce soit en personnel ou quoi, parce qu'après, moi, je pense que tout le monde est conscient de l'objectif qu'Alpine veut avoir. Maintenant, s'il faut que des têtes soient tranchées, bah, ce sera Laurent Rossi de prendre la décision. Et puis là, où on sent quand même qu'il y a un problème, c'est la différence de discours entre Gasly et Ocon. Aussi, bien sûr. Gasly, il se dit on a réussi à aligner des choses pas trop mal, etc. Et Ocon, qui, tout au long du week-end, c'est oui, c'est bien, mais on n'est pas là où on doit être. À chaque fois, regardez les interviews, c'est la même réponse, on n'est pas là où on doit être. Et le ton est pas joyeux. On sent vraiment l'agacement d'Ocon. Non, et puis même, il y en a un. Bah, en fait, Ocon lui botte en touche aussi, notamment en tout cas sur ce genre de déclaration où il dit bah, moi je me concentre sur la course. Moi, clairement, voilà, ces paroles-là, moi je me concentre sur la course. Par contre, on sait bien évidemment qu'en interne, bah, lui pareil, ça doit le frustrer comme pas possible. Parce qu'on se dit que c'est quand même lui qui doit ramener aussi Alpine à un niveau décent et qu'on compte beaucoup sur Esteban. Et de l'autre côté, voilà, comme je disais tout à l'heure, Pierre Gasly, bah, voilà, qui communiquait beaucoup avec Laurent Rossi, avec des gens en interne qui disaient que bah, ouais, la situation n'est pas folle. On sait qu'on peut faire bien mieux et on a du mal à le faire et c'est rageant en soi. Et ouais. On t'entend plus, Alex? Ouais, on t'entend plus, Alex. Alex, on t'entend plus. Pourquoi on m'entend plus? Ah oui, excusez-moi. Ah bah voilà. Excusez-moi, je buvais de l'eau. J'avais bu de l'eau juste avant. Mais Voilà. ce que je voulais dire, c'est qu'il est bon de rappeler le pourquoi de ses propos. Parce que le pourquoi de ses propos est très profond quand même. Et très profond. Parce que ça fait référence surtout à un passé de Renault 2016. On avait un petit peu évoqué juste avant Baby Choum avant, et même aussi Vincent. C'est qu'il parle d'état d'esprit. Il parle aussi de changer les choses. Il faut savoir que Laurent Rossi, quand il arrive chez Alpine, c'est pour changer une manière de travailler. Pas seulement dans l'écurie de Formule 1, comme on l'a dit, mais également dans la globalité de la société, de la marque, effectivement Alpine. En mettant Alpine comme la marque Rennes Sport du groupe Renault, en remplaçant du coup Renault Sport, bien sûr, Vincent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Laurent Rossi, il arrive dans une organisation où en fait, il veut absolument changer les choses. Et ces propos-là montrent justement, Vincent,
ce que veut réellement Laurent Rossi. Il ne vient pas seulement faire de la figuration, il vient tout simplement pour changer les choses. Et il y a des gens qui ne semblent pas vouloir, ou pas vouloir, mais qui ne peuvent pas en fait suivre l'excellence qu'est la Formule 1. Je dirais même pas que c'est pas qu'ils essayent l'excellence de la Formule 1, c'est-à-dire que la Formule 1, c'est, je vais dire un mot un peu grossier, mais il faut pas le prendre au pénal, c'est une secte. C'est-à-dire que tout le monde se connaît, tout le monde a bossé à peu près pour tout le monde, ou voilà. Si vous voyez des gens qui peuvent pas se saquer, je peux vous dire qu'ils prennent un café en coulis, hein. Et il y a un peu un noyau qui, depuis 30 ans, Otmar en fait partie, c'est toujours les mêmes personnes qui sont dans ce milieu-là. Et en fait, à chaque fois qu'on nous annonce des super projets, des écuries, etc., c'est un peu une manière de dynamiser derrière parce que vous avez des gros constructeurs comme Renault qui disent nous, voilà, on veut se développer, on a une marque, on peut la développer. Et Laurent Rossi, il est là pour ça. Et à côté, tu as des écuries voilà, c'est toujours la même écurie, c'est-à-dire c'est pas des nouveaux locaux, c'est pas des locaux Alpine, c'est les anciens locaux de Renault. Ouais. Ça a été les locaux de Lotus pendant un temps. Ça a beaucoup passé de main dans tout ça, avec tout le vieillissement, comme on parlait du simulateur de chez Alpine qui a 20 ans, qui est très vieillissant, qui mérite d'être refondu d'ici 2025. Donc tout ça pour en venir au fait que c'est deux mondes qui s'affrontent en fait. C'est vraiment le monde du passé, le monde du futur, qui a besoin de quelque chose de beaucoup plus réactif, de performance un peu plus immédiate, d'où ce petit coup de challenge qu'on dit toujours, c'est 100 Grands Prix. Pourquoi 100 Grands Prix? Parce que c'est un budget, entre guillemets, entre 500 et 700 millions qu'on alloue sur 4 ans pour développer totalement une filière. Et sauf qu'à chaque fois, donc l'objectif, c'est de le rembourser par du merchandising, par du sponsoring, par tout ce qui va avec, hein, parce que voilà, derrière, il y a énormément de choses qui se passent. Et à chaque fois, on relance le projet parce que c'est un bilan comptable qui est effectué pour recouvrir tout ça. Donc Laurent Rossi, il a son enveloppe pour 4 ans, pour 100 Grands Prix de 700 millions, et son objectif, c'est d'être un objectif. Parce que lui, je pense que c'est sa place presque qui joue dans cet objectif-là, c'est son niveau de performance, c'est ce qu'il est là, parce que Luca Di Meo, je pense que des personnes qui sont prêtes à reprendre Alpine derrière, il y en a. Et voilà. Et donc il est là pour secouer, et peu importe, il n'y aura pas de chichi. Et Otmar, je pense, fait de la résistance parce il essaie de lui expliquer à Laurent, ça ne se passe pas comme ça dans la Formule 1. Sauf que en face, t'as Red Bull qui lui fonctionne comme ça. Oui, c'est ça. Et Red Bull, c'est vraiment une écurie qui, sous ses travers d'avoir été reconstruit sur les cendres d'une ancienne écurie, non, c'est une écurie hyper dynamique qui n'hésite pas à virer quand il le faut. On l'a vu, malheureusement, Pierre Gasly en a fait les frais. Quand t'es pas performant, tu dégages. Ouais, voilà. C'est clair, c'est ça. Et c'est ce qui se passe. Et c'est un peu le problème qui est en train de se produire pour Mercedes, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un plafond de verre d'un point de vue performance et qu'il faut se renouveler. Ferrari en fait les frais. Williams a été la première écurie à s'être effondrée par cette méthode de protectionnisme, en fait, de non-volonté d'évoluer. Et c'est vrai que ça se traduit réellement là aujourd'hui, peut-être en interne, bien sûr, c'est une question que je pose aussi forcément Babychon, parce que c'est vrai que quand tu vois la manière dont a réagi Laurent Rossi, on sent quand même aussi que lui il a des comptes à rendre à Luca De Meo, et que sur ce début de saison forcément il n'est pas assez bon, et que lui il a un objectif, cet objectif des 100 Grands Prix. Quand tu regardes le début de saison, là clairement c'est mis à mal, et sachant que ça montre très clairement que Laurent Rossi, il a un objectif et il faut suivre cet objectif, point final. C'est ça. Il a un objectif à remplir, évidemment. Maintenant, est-ce que c'est lui qui l'a placé là, ou alors est-ce que ça a été vu avec des méos justement de se dire nous on veut qu'Alpine soit là à telle date entre guillemets, sinon on ferme la clé, on ferme la porte à clé et puis on se barre. Peut-être. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a énormément d'enjeux, énormément de pression aussi sur les épaules de Laurent Rossi qui doit gérer tout ça. Et c'est clairement pas simple. Évidemment, il y a des comptes à rendre. Évidemment, il y a des comptes à rendre, et on est bientôt à mi-chemin, on va dire, de cet objectif. Et oui, il n'y a pas d'évolution concrète. Maintenant, est-ce que l'approche d'Alpine pour arriver à cet objectif-là est le bon? On est un petit peu aussi en droit de se poser la question quand on peut voir ce qui se passe chez la concurrence. Et quand je dis chez la concurrence, je parle bien évidemment d'Aston Martin. Ouais.
d'une approche qui a été évidemment complètement différente, d'une arrivée en F1 pareil en 2021, mais une conception totalement, on va dire, limite à l'opposé de ce qu'a fait Alpine jusque-là. Et on arrive en 2023 et on voit qu'il y en a une qui a bien mieux marché que l'autre au niveau recrutement, au niveau performance, tout ça. Donc forcément que Laurent Rossi a une pression là-dessus par rapport à ça. Il s'énerve par rapport à ses hommes parce qu'il veut il veut vraiment que l'écurie s'en sorte du mieux possible. Et à côté, il voit l'impuissance de la remontée spectaculaire d'Aston Martin parce qu'il se dit que lui, cette saison, l'objectif, c'était la P4. Ouais. Et là, je pense qu'il a très vite compris au bout de 5 courses que la P4, c'est impossible que tu ailles la chercher. Donc tu feras au mieux 5e. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui tu es 6e et que tu te bats entre guillemets avec McLaren, c'est pas tenable, c'est pas ce qu'Alpine recherchait en fait en soi. Donc tu as une déception que la concurrence se soit passée devant, mais tu as aussi une déception de se dire l'optimisation qu'on avait les saisons d'avant, on n'arrive pas à l'avoir sur ce début de saison et ça frustre parce que moi derrière j'ai des comptes à rendre à la direction. Et ouais, comme tu l'as dit, je risque ma place moi aussi. Tu vois, donc, et c'est d'ailleurs il a fait cette comparaison justement Laurent Rossi par rapport justement à Aston Martin. On rappelle Aston Martin c'est 4 podiums en 5 grands prix quand même pour le début de saison, alors que l'an dernier ça se battait pour la P7 au constructeur. Aujourd'hui Aston Martin est large devant et pourtant Laurent Rossi en fait il se cache pas, il accepte pas en fait qu'on fasse la comparaison, du moins il accepte pas que la comparaison se fasse entre Aston Martin et Alpine, parce que normalement Alpine aurait dû être d'une certaine manière au niveau d'Aston Martin. Il explique Aston a moins d'ingénieurs que nous, pour autant que je sache, ils n'ont pas encore leur propre soufflerie, ils n'ont pas encore leur usine en fonctionnement, ils ont accéléré le développement en s'entourant de bonnes personnes, cela montre qu'il faut faire preuve de créativité et d'efficacité. C'est la règle du jeu, nous le savons, alors non, je suis désolé, je n'accepte pas l'excuse des ressources, les ressources étant bien évidemment la thune. Et lui, en fait, Laurent Rossi, Vincent, il explique « Ah non, mais moi, pas une question de thune ou pas quoi que ce soit, c'est la thune ne fait pas tout. » Et pourtant, Aston Martin a réussi, et effectivement, à faire un bon recrutement, mais c'est pas une question de recrutement, c'est une question d'utilisation des personnes. Et avec moins de personnes, Aston Martin a réussi à, entre guillemets, faire beaucoup mieux qu'Alpine. Et c'est en ça, justement, Laurent Rossi, Vincent, ne voit pas ça d'un bon oeil en disant « C'est pas normal. C'est absolument pas normal. » Il voit pas ça d'un bon oeil, sachant qu'en face, tu as une écurie qui a tout fait en neuf. Voilà, tout est neuf pour Aston Martin. Et surtout, c'est que derrière, Aston Martin est libéré de sa contrainte constructeur au sens voiture produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Aston Martin, à part la F1, il ne reste plus rien. C'est-à-dire que Aston Martin, toute la partie les voitures, le développement des voitures est au ralenti complet. La vente d'Aston Martin, en parlant de la DB11, les voitures, tout ça sont quasiment au ralenti. Voilà, c'est très compliqué. Tout est quasiment délégué. On parle même d'un rachat de la partie automobile de Aston Martin à Mercedes. Ouais. Voilà. Donc, quand on est là, tu n'as plus qu'à t'occuper de t'as tout en neuf. Tu as une écurie, tu t'entoures des personnes. On te dit, vous avez tout à créer. Et il n'y a pas d'historique. Autant vous dire qu'il y a une pression naturelle qui s'enlève chez Aston Martin et que oui, dans ces conditions, on crée. C'est pour ça qu'on voit toujours des startups qui arrivent de nulle part et disent ils ont tout réinventé, ils ont tout solutionné, c'est magique. Oui, parce qu'il n'y a pas d'historique. Par contre, quand vous commencez à avoir des mastodontes comme Facebook, pour l'exemple de la tech, parce que Laurent Rossi vient de la tech aussi, qui n'arrivent plus à évoluer aujourd'hui. Clairement, il n'arrive plus parce qu'il y a des historiques, parce qu'il y a des personnes qui résistent. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment la problématique majeure de ces écuries. Et Alpine en souffre aussi. C'est-à-dire qu'ils ont un historique. C'est un constructeur qui est là depuis le début de la Formule 1. Et non seulement en plus ils ont les sous en tant qu'écurie constructeur. Ils ont une, je sais plus quelle prime d'ancienneté. Et tout ça, c'est ce que dit Laurent Rossi, c'est que ça suffit. C'est pas parce que vous êtes ancien que vous n'êtes pas sur un siège électable. Et je pense que c'est un petit peu l'alerte qu'a voulu faire passer Laurent Rossi. Je suis d'accord. Bon, clairement, c'est cette alerte-là que je ressens dans les propos de Laurent Rossi. C'est-à-dire que, en fait, ce qui fait extrêmement mal, et ce qui fait du bien de voir, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le coup de gueule de Laurent Rossi montre très clairement qu'il y a un homme à la barre qui croit en son projet. Ça lance un appel en disant « Bougez-vous le cul, sinon vous allez sauter ».
bougez-vous le cul en interne parce que c'est pas normal qu'on soit dans cette situation-là. C'est pas normal qu'en 5 grands prix, on ait fait 3 grands prix avec 1 point. Et surtout que c'est pas normal que sur ces 5 grands prix, on ait récolté que 14 points. Surtout quand on fait une excellente saison 2022 de Formule 1. Et donc Laurent Rossi, il envoie ça en disant très clairement, bougez-vous le cul parce que sinon vous allez sauter et vous allez être viré. Il y aura des conséquences, on rappelle, hein. Il l'a dit Laurent Rossi, si les choses ne bougent pas. Et donc c'est en ça où ça montre justement que Laurent Rossi, quand il donne des objectifs, il veut que ce soit fait. Et c'est ça aussi peut-être l'âme d'un leader. Peut-être que Alpine, surtout en comparaison avec l'ancienne direction qu'il y a pu y avoir du côté de chez Renault, il y a enfin quelqu'un qui dit réellement que la situation est mauvaise. Quand ça va pas, il le dit. Quand ça va pas, il le dit. Et là, on Laurent Rossi, ça va pas, et il le dit très clairement. La problématique de la situation, c'est qu'il semblerait qu'il y en ait certains qui ne comprennent pas pourquoi ça n'aille pas, et pourquoi surtout Laurent Rossi est sorti, médiatiquement parlant, dans la presse. Et ça, c'est très problématique. On va dire que quand même Otmar Safnauer ne comprend pas quand même pourquoi Laurent Rossi a sorti tout ça. Quand même, bon, dans Safnauer, le début de saison il est quand même catastrophique, hein, on va pas se le cacher. Les 5 premiers Grands Prix sont une horreur absolue, on va pas se le cacher comptablement parlant. Et c'est en ça en fait où ça fait du bien. Moi je suis désolé, moi je le dis, ça fait du bien de voir un patron d'écurie comme Laurent Rossi. Quand on a vu Renault et Alpine récemment, mais surtout Renault, quand il revient en 2016, on nous a promis des choses, on n'a rien eu. Parce que il y a eu des choses qui n'ont pas été faites très clairement et que les choses n'ont pas été appliquées, les promesses qui n'ont pas été tenues. Là, on a quelqu'un quand même à la tête d'Alpine qui dit très clairement, on a des promesses, on va les tenir, on va tout faire pour les tenir. Et si vous ne voulez pas aider à ce projet, vous sortez. Bah oui, ça fait du bien. Et ça montre très clairement que Laurent Rossi veut que la barre tienne du côté de chez Alpine. Et c'est vrai que la seule problématique qu'il peut y avoir, et c'est la comparaison avec Aston Martin. Alors ça, c'est vrai que cette comparaison avec Aston Martin, elle peut faire mal. Vous en avez très bien parlé effectivement, Baby Choum et Vincent. C'est que cette comparaison avec Aston Martin, elle est problématique. Parce que si tu compares Alpine avec Aston Martin, ça fait très mal pour Alpine. Très très mal. On a une écurie quand même, comme tu l'as très bien dit Vincent, Aston Martin, c'est une écurie qui vient de sortir de terre. Ils ont moins de personnel qu'Alpine. Ils n'ont pas les mêmes infrastructures qu'Alpine. Même si c'est tout nouveau, ils n'ont pas leur propre soufflerie. Ce qui est déjà beaucoup, quand même. Et pourtant, ils ont réussi à faire un bond énorme en avant pour aller chercher de la performance. De la P7 au constructeur à faire 4 podiums en 5 courses pour Aston Martin. Et à l'heure actuelle, Alpine, c'est 14 points en 5 Grands Prix avec des horreurs absolues dans la physionomie des courses, à savoir Bakou et également Bahreïn. Ça fait extrêmement mal pour Alpine. Et c'est pour ça que Laurent Rossi, d'ores et déjà, il a vivement à critiquer le manque d'état d'esprit, le dilettantisme qu'il peut y avoir du côté de chez Alpine, dans des résultats médiocres et des conséquences si les choses ne bougent pas en interne, parce que c'était pas normal de voir ça, de voir que Alpine s'est fait dépasser par Aston Martin d'une manière monumentale en termes de rythme, mais également on peut voir aussi que Laurent Rossi veut tenir la barre, mais que derrière, il veut absolument qu'on se remette dans la bonne direction pour Alpine face à Aston Martin. La comparaison, elle fait extrêmement mal entre Alpine et Aston Martin, mais surtout pour Alpine. L'autre question que j'ai envie de poser par rapport à tout ça, et d'ailleurs aussi, Ast même pas très très loin d'ailleurs, hein, c'est ça en fait qui peut être problématique. La problématique aussi d'ailleurs qu'on peut voir, mais c'est une question aussi que je me pose finalement au vu du début de la situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit qu'Alpine est en difficulté. Mais est-ce qu'aujourd'hui réellement Alpine, quand on regarde effectivement quand on regarde Red Bull, Ferrari ou Mercedes, ils ont une façon de penser, de travailler pour aller gagner. Et c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on a cette âme-là du côté de chez Alpine aujourd'hui? Elle est compliquée à trouver en tout cas. Ouais. Enfin, on la cherche depuis maintenant 16-17 ans, quoi. Cette façon de gagner avec tout ce qui s'est passé. Parce qu'on est, voilà, factuellement dans la continuité de Renault. Et bah, force est de constater que, ouais, depuis 2006, bah, c'est compliqué. C'est... Renault Alpine, voilà, c'est quelque chose d'important, évidemment, pour la F1, c'est pas n'importe qui. Maintenant, la culture de la gagne, aujourd'hui,
bah, elle est très compliquée à se faire voir, s'il y en a une en tout cas. Ouais. Aston Martin, long, cette culture de la gang. Ils ont tout fait en œuvre pour. Tu parlais de ressources tout à l'heure. En tout cas, Laurent Rossi disait que c'était pas une question de ressources. Ouais. Mais toutes les personnes qu'Aston Martin a recrutées, ils les ont pas payées avec des sucettes. C'est qu'ils ont mis les moyens en œuvre pour les avoir. Est-ce qu'Alpine n'aurait pas pu mettre aussi les moyens en œuvre pour avoir des bonnes têtes pensantes pour justement préparer cette montée en puissance? Je sais pas du coup, Vincent, là s'il y a des grosses arrivées, on va dire du côté d'Alpine de prévu en termes d'ingé ou quoi. En ingé, c'est comme ça. Alors en termes d'ingé, non, mais ils vont recruter plus, voilà. En haut. Voilà, recruter plus, c'est bien. Maintenant, il faut recruter aussi intelligemment. L'approche aussi de l'année dernière a été différente. Alpine a poussé jusqu'au bout forcément parce qu'il y avait la bataille avec McLaren. Ouais. Aston Martin ont fait une bonne évolution à mi-saison. Ils se sont dit bon bah chill les gars, on prépare la saison d'après, on copie ce qui se fait de mieux ailleurs et vous allez voir notre voiture ça va être un banger, ça va pas louper. Alpine sortait un petit peu aussi forcément de cette bataille là, donc ils se sont dit si on continue comme ça en 2023 avec un développement agressif, on va continuer sur la même lancée et ça ira bien. Au final ça ne marche pas, mais si ça avait marché, ça aurait été aussi mieux que l'année dernière. Donc, si c'est une question de moyens, si c'est dépensé intelligemment dans les bonnes personnes pour faire step up ton écurie, forcément c'est une question de moyens à ce niveau-là. Ouais. Merci beaucoup Kevin. La grande question aussi. Merci beaucoup. Vas-y. La grande question aussi, c'est comment Aston Martin va gérer aujourd'hui la deuxième force du plateau. Aussi, ouais. Bien sûr. Après, ils sont pas montés trop vite. Ça, je sais pas, on verra. Mais la question, c'est que l'année prochaine, leur budget aéro, leur quantité, leur nombre de points à attribuer à l'aéro va être largement limité. Aston Martin n'est pas encore Red Bull, pas Mercedes. Comment ça va se passer? Est-ce que si c'est pour faire une super année et que l'année prochaine il n'y a plus personne, parce que justement tout le monde aura poussé sauf eux parce qu'ils n'avaient pas assez de budget, on peut avoir une mauvaise surprise l'année prochaine. Hein. On n'est pas à l'abri, bien sûr. On n'est pas. La question c'est ça, c'est que performer une année, on en a eu des écuriens qui arrivaient à sortir des résultats de fou, qui étaient plus absents. Je vais me souvenir de BMW Sauber, une super année avec Montoya, l'année suivante il n'y avait plus personne. C'est vrai. Voilà. Stranger dit, je pense que Mercedes va passer devant Aston. Mais après, c'est un truc avec Aston Martin, personnellement je l'ai toujours dit. Hein. Aston Martin c'est très bien, hein, mais c'est le début de saison. Et que la suite de la saison, gérer un développement, c'est très compliqué. Gérer le fait d'avoir moins de temps de développement, c'est une autre aussi façon de penser. Et c'est très très dur. Hein. Ça va être très très dur pour Aston Martin. Mais après, c'est pas réellement le sujet. Mais c'est vrai que ça risque d'être très très dur. Et c'est pour ça justement que je rebondis sur ce que dit Baby Chum. Laurent aussi dit quand même quelque chose de très intéressant. Il dit, non, Laurent, ok, Aston Martin, ils sont passés devant nous. Ils ont moins de ressources et ainsi de suite. Non. Laurent aussi explique que... il y a moins de, j'ai envie de dire, d'infrastructures peut-être. Il y a même pas de soufflerie du côté de chez Aston Martin. C'est pas normal qu'eux ils soient passés devant nous, même s'il y a de la ressource. L'excuse, il dit même, l'excuse des ressources, je ne l'accepte pas. Mais alors, là où je vais quand même poser la question, c'est que comment en fait tu fais pour repasser devant Aston Martin? Ça veut dire, comment tu fais pour repasser devant Aston Martin? Ça veut dire, qu'est-ce qui doit changer du côté de chez Alpine? Juste de points réguliers, comme ils ont fait l'année dernière. Montrer qu'ils sont présents aux avant-postes et opportunistes pour des petits accidents. Pour moi, par exemple, ce week-end, les qualifications s'étaient mieux passées. Il y avait moyen de bouffer des Merco et des Ferrari. Clairement, ce week-end, c'est une occasion manquée de bouffer du Merco et Ferrari. Pas Aston Martin. Mais il y a eu une occasion manquée. Les stratégies étaient bonnes. Il n'y a pas eu d'erreur majeure de stratégie. Un Gasly en médium puis hard et Ocon en hard puis médium. Et on a senti que la voiture à la fin en hard c'était plus compliqué. Ça s'est effondré en tout cas. C'est là où l'avancée de Mercedes et de Ferrari en fait que Gasly a dû céder. Ouais. Mais voilà, Ocon a remonté. Et il a fallu attendre aussi derrière qu'il y a eu un sacré nombre de bouchons, notamment, je vais en citer un, Stroll. Ouais. Stroll, ça a été un sacré bouchon ce week-end. Hein, parce que oui, il y a qu'une Aston Martin qui performe. S'il y a des petits trucs qui s'alignent, Stroll peut passer, peut faire des belles choses. Mais globalement, quand il est dans le milieu de peloton, il bouffe. Ouais. C'est un véritable bouchon. Et c'est là où la différence peut se faire, c'est que s'il n'y a que Fernando qui se bat aux avant-postes, ce week-end, on a 2 Alpines dans les points.
Donc là, par contre, ça peut remonter progressivement et ça augmente la quantité de données aussi qui remontent. Alors, je me dis qu'Alonso peut peut-être ramener les informations pour deux. Oui. Mais voilà. Mais clairement, oui, par contre, c'est pas qu'une voiture qui remonte chez Alpine, c'est les deux. Il y a les deux, c'est soit Gasly qui est un peu supérieur à Ocon en fonction de la typologie de circuit, ou par circonstance, hein. Ocon n'a pas pu réaligner un deuxième tour de qualif par Leclerc, à cause de Leclerc, mais voilà. Donc ouais, c'est la question, c'est dans la durée. Comment continuer à emmagasiner des performances, comment développer la voiture, sachant que venir avec le petit coup de génie en provenance de Red Bull, c'est bien. Le savoir le faire évoluer, ça va être autre chose. C'est là où on va essayer de comprendre est-ce que ça suffit d'avoir piqué un ingénieur et des plans. Ouais. Parce que bon, on l'a tous dit, hein, c'est une Red Bull-like modifiée. Hein. Il y a eu des choses qui ont été apportées, notamment par l'intégration des solutions Mercedes qui ont demandé. Ça, c'est très très bien réussi, il n'y a pas à dire. Maintenant, faut le faire évoluer. Mais comme tu disais, hein, Laurent Rossi, pour se comprendre que c'est inacceptable pour eux, le niveau d'intégration par rapport à la soufflerie d'Enston, ça n'aurait pas dû arriver. Miami n'était pas une bonne course stratégique au niveau de l'essence de l'équipe car Alpine a voulu jouer avec une possibilité de safety car. Du coup, Miami n'est pas encore 100% clean du côté stratégie. Ah oui, bien sûr. Une P3 rapporte plus de points qu'une P9 ou qu'une P8, nous dit Tangs. Mais après, à voir. Mais il y a aussi un truc à rappeler, c'est que ce Grand Prix de Miami faisait du bien à Alpine d'une certaine manière parce qu'il fallait arrêter l'hémorragie des Grands Prix sans points. En tête de Grand Prix sans points. Et ça fait extrêmement mal, moralement parlant, pour cette situation-là. Et surtout, d'ailleurs, de toute façon, pour Laurent Rossi qui n'accepte pas cette situation. Il y a aussi des changements qui seraient possiblement à venir d'ailleurs du côté de chez Alpine. Otmar Safnauer a répondu hier alors aussi en annonçant d'ailleurs des initiatives et un plan d'action qui est clair. On en parlait en pré-live, mais c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Il faut savoir que du côté de chez Alpine, il va y avoir un nouveau simulateur qui va être à la pointe de la technologie, annonce-t-on. Qui vient d'être signé et qui devrait être opérationnel d'ici 2025. Pour l'anecdote, le simulateur d'Alpine datait d'il y a une dizaine d'années et il a été acheté à McLaren. Bon, autant vous dire qu'il n'était pas à la pointe de la performance, hein, Baby Choum, ce simulateur. Hein. Mais ça montre aussi qu'il y a des choses à changer encore une fois chez Alpine. Hein. Ben, de toute façon, oui, il y a un step immense à franchir au niveau d'Alpine. On le sait de toute façon depuis quelques saisons. Voilà, ils sont à leur plafond de verre. Le plafond de verre, ils n'arrivent pas à le percer pour le moment. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a du mal à se projeter, à se dire, tu vois, aujourd'hui, quand Laurent Rossi dit Alpine va jouer les victoires, tu te dis, tu vis dans quel monde, frérot, en fait? Ouais. Comment tu peux oser dire aujourd'hui que voilà, demain Alpine jouera la victoire? Quand tu as vu, déjà, quand on voit ce que Alpine est capable de faire aujourd'hui, tu te dis qu'en fait c'est complètement lunaire. Donc évidemment qu'il faut évoluer, mais il ne faut pas évoluer dans 3 ans, il faut évoluer maintenant. Il faut prendre des décisions tout de suite. Donc il faut s'équiper du mieux possible. Et forcément, un simulateur, on va dire, mis à jour le plus récent possible, c'est limite vital aujourd'hui, même si, encore une fois, évidemment, le simulateur, ce n'est pas la piste. Ouais. Tu as toujours forcément cette corrélation à avoir parfaite entre le simu et la piste. C'est pas parce que tu as le meilleur simulateur de l'univers que ça va te faire aller performer en piste. Il faut aussi bien évidemment corréler les deux. Soit évidemment, s'ils veulent leur nouveau simulateur, c'est que forcément ils sauront le faire marcher du mieux possible. Je leur souhaite pour eux. Mais il faut, je pense aussi, au-delà de devoir dire, parce que c'est très français de critiquer constamment sans se remettre en question, tu vois, mais c'est surtout que voilà, là il a gueulé, c'est fait. Je pense que tout le monde a compris le message, même Otmar. Maintenant, c'est les gars, on se regarde dans le blanc des yeux, qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux? Et il faut que les solutions soient trouvées dès cette saison. Parce que le Grand Prix, on va dire, qui va faire office de juge pour potentiellement le reste de la saison, sans compter les évolutions évidemment, c'est Barcelone. Ouais. Si t'es pas performant à Barcelone, ça peut être très compliqué pour toi aussi pour le restant de la saison. Et ça te permettra de te dire aussi, du coup, bon, si voilà, à mi-saison, on n'est pas dans le coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque de tout stopper aujourd'hui et on se concentre sur 2024 pour espérer choper mieux et là, potentiellement une 4e, 3e place au constructeur? Ou alors on continue encore une fois notre stratégie agressive, on tente le tout pour le tout, on essaye de finir le plus haut possible et on prie pour que la saison d'après, on ne se foire pas sur notre concept. Ouais. C'est plein de décisions comme ça sur lesquelles il va falloir beaucoup réfléchir, mais les faire intelligemment surtout.
Alpine va aussi recruter des aérodynamiciens expérimentés passant de 38 à 45 dans le team de l'aéro. Red Bull par exemple on a un niveau 50, mais il y a aussi un truc que je remarque dans tout ça, dans les annonces, c'est qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de gros noms qui viennent rejoindre, qui vient en tout cas rejoindre Alpine. Vincent, est-ce que c'est peut-être ça qui peut manquer même d'un point de vue communication, de dire hey, on a recruté lui, regardez. C'est problématique dans le sens où soit comme fait Alpine, c'est-à-dire tu vas chercher tes poulains dans des écoles d'ingé que tu as toi-même préconfigurées pour t'enrichir. C'est ce qu'a fait. C'est aujourd'hui la situation, en tout cas de Viry-Châtillon, en tout cas sur la partie moteur, c'est-à-dire que vraiment tu as des ingénieurs, ils sont piochés dans certaines écoles. Selon tes résultats, tu vas chez Viry-Châtillon pour les moteurs F1, tu vas sur les préparations. Alors, quand c'était Renault Sport, en tout cas pour la partie client, ben, tu préparais le développement des Clio Rallye R3, R5. Voilà, donc en fonction de ton niveau, entre guillemets, t'avais la chance d'aller dans les meilleurs secteurs de Renault Sport. Mais la grande question, c'est est-ce qu'une école d'ingénieurs suffit aujourd'hui à former l'élite? Et la question, c'est où sont les élites? Et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le parallèle qu'on pourrait faire avec le football. Notez-le parce que vous pouvez clipper. Je vais faire un parallèle que je pensais pas faire un jour. Voilà, on mélange les joueurs de l'équipe de France ne jouent pas contre Français. Ils sont dispatchés à travers et c'est ça la question, c'est que je pense qu'il faut aller piocher à droite à gauche et surtout faire de l'expérience chez les ennemis, chez la concurrence. Et je pense que ça fait partie du jeu. Et c'est vrai, comme tu dis, il n'y a pas de grand nom qui sort. Pourquoi? Parce que en fait tout est un petit peu verrouillé et que c'est un peu l'escalade des salaires aussi. Si vous voulez commencer à débaucher certains gros ingés, il faut aligner des ronds. Aston Martin a peut-être, alors peut-être c'est dur, mais peut-être à l'image du Paris Saint-Germain à une certaine époque quand ils ont acheté Neymar, le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain a cassé tout le marché, a fait voler tout un marché au niveau du marché des transferts, au niveau des prix des joueurs, et peut-être qu'aujourd'hui Aston Martin a fait évoluer aussi le marché des transferts d'une certaine manière au niveau des ingénieurs, au niveau de coûts des ingénieurs, au niveau des têtes pensantes, parce qu'Aston Martin est arrivé avec un gros coup de billet, faisant ainsi augmenter la valeur des ingénieurs partout en Formule 1. Et ça aussi, ça peut être compliqué pour certaines écuries qui peuvent avoir l'envie de tenir quand même un certain bilan comptable. Donc ça peut être aussi extrêmement problématique. Mais peut-être pour pallier à ça, et là je me tourne encore une fois vers Vincent, c'est la possible arrivée de nouveaux investisseurs dans l'écurie. Et oui, qui l'aurait cru d'une certaine manière, Alpine va avoir de nouveaux investisseurs possiblement dans son écurie, à commencer par AutoNation. AutoNation qui est une entreprise américaine, plus d'argent, donc plus de facilité d'action, et donc peut-être de meilleures infrastructures aussi également, donc de meilleurs investissements à faire. Mais AutoNation qui devrait signer avec Alpine, Vincent. Le contrat de sponsoring en soi, lui, est signé. Oui. Voilà, la grande question, c'est comment ça va se traduire. Et j'attends de voir Las Vegas. Parce que ça sera vraiment l'occasion peut-être pour Alpine et AutoNation de faire une démonstration de son savoir-faire, de peut-être d'amener la berlinette, la 110, de faire un faux américain. Ça sera peut-être le bon moyen et ça entre guillemets, ça posera vraiment le jalon peut-être de l'arrivée des premières Alpines sur le marché américain, en tout cas de la nouvelle génération. Mais ça fait de l'argent frais, puisqu'aujourd'hui, quand Alpine annonce des centaines de millions d'euros, ce sont des emprunts qui sont contractés auprès du groupe, qui lui-même fait ses emprunts à droite à gauche sur les marchés, qui sont remboursés au fil du temps. Là, quand tu fais ce genre de partenariat à plusieurs millions d'euros, c'est du cash direct qui est injecté en échange d'actions dans la part du constructeur. Et là, c'est vraiment de l'argent frais très rapide qui peut permettre de dynamiser plus rapidement une écurie de F1. Là où, quand tu commences à faire des crédits sur des gros groupes constructeurs comme ça, on te saute pas les millions comme ça. C'est-à-dire qu'on va te lâcher 10 millions, je prends un exemple, mais il faut les justifier. Et avant de te lâcher la deuxième tranche de millions, faut que tu atteignes des objectifs. Si tu les as pas atteints, c'est pas 10 millions qu'on te lâchera, c'est peut-être que 7. Et là, je peux vous dire que vous pouvez vite enterrer une écurie comme ça. Demandez à Williams. Oui, c'est ce qui arrive avec Williams. L'arrivée d'investisseurs, notamment
Effectivement, Baby Shoom, c'est une bonne chose pour une écurie comme Alpine. Je te pose la question parce que, après, sans envie de te le dire, bah, Alpine, c'est Alpine. Est-ce que Alpine doit avoir des investisseurs? Oui, Alpine doit avoir des soutiens financiers Hmm. plus ou moins importants à ses côtés. Oui, comme le disait de toute façon Vincent tout à l'heure, le franco-français, voilà, c'est bien, c'est beau, Cocorico, vive la France. Et bon, on est en F1. Ouais. Clairement, on est en F1, donc que ce soit marketing, que ce soit personnel, tout ça, il faut clairement te diversifier. Donc le fait que AutoNation arrive, c'est déjà une bonne nouvelle en soi pour Alpine. Mhm. Ça veut dire que, voilà, comme il l'a dit, forcément, c'est du cash que tu peux réinvestir tout de suite dans le développement de ta voiture ou pour toute autre chose. Comme on voit par exemple, là, justement, moi, oui, je voyais ça passer dans le chat, mais oui, on prend Zidane comme ambassadeur, on l'a vu à la présentation, et puis basta. C'est vrai que, très honnêtement, c'est vrai Quel que va être son rôle après derrière, on ne sait pas. ouais, je dis ça avec toute objectivité, mais c'est vrai que Oui. Zidane, on l'a pas vu depuis. Voilà. Bah c'est ça. Non, Ouais. Voilà, le chat a bien fait de le souligner justement ça, mais bon, est-ce que c'était un petit vraiment une chèque de dépense 10 millions. utile? Voilà. Mm. Est-ce que c'était vraiment une dépense utile, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, des partenaires à côté sont quand même très importants, parce que peut-être que les partenaires diront aussi, bon bah les gars, c'est notre pognon, faites pas n'importe quoi avec. Mm. Faites en sorte justement que votre voiture soit performante et qu'on soit content et que ce soit une win-win pour tout le monde derrière. Donc oui, il faut voir l'arrivée d'investisseurs comme une bonne chose pour Alpine pour la suite. C'est vrai. Oui, Alpine ne doit pas être à 100% dépendant de Renault pour éviter le même désastre que Wolfsburg et Volkswagen aussi en football. C'est une possibilité. Les choses bougent du côté de chez Alpine. Ça, il est réel. Et cet homme que vous voyez à gauche, c'est Otmar Safnauer. Otmar, il a dit quelque chose quand même, pour revenir un petit peu sur les propos de Laurent Rossi. Si les choses ne changent pas du côté de chez Alpine, il y aura des conséquences. C'est ce qu'a dit Laurent Rossi. Laurent Rossi promet des conséquences si les choses ne changent pas du côté de chez Alpine. Et si Otmar Safnauer n'améliore pas les performances d'Alpine dans la globalité, eh bien Otmar Safnauer partira, viré par Laurent Rossi, viré d'Alpine. Qui pourrait remplacer Otmar Safnauer? Eh bien là, il y a certaines rumeurs qui deviennent de plus en plus persistantes. Mattia Binotto pourrait aller du côté de chez Alpine pour remplacer Otmar Safnauer à la tête d'Alpine. C'est sensiblement une rumeur qui semble quand même être de plus en plus persistante. Il faut savoir que Mattia Binotto, et je pense que Vincent pourra aussi le confirmer aussi également, Mattia Binotto a bien été contacté par Alpine pendant l'hiver. Il a bien été contacté par Alpine pendant l'hiver, Mattia Binotto. Alors, est-ce que c'était pour prendre la tête d'Alpine? Ça, c'est une toute autre question. Mais oui, Mattia Binotto a bien été contacté par Alpine durant l'hiver. Maintenant, il y a des rumeurs qui sont ressorties il y a quelques semaines évoquant la possibilité d'arrivée de Mattia Binotto, ancien patron de la Skoda Ferrari qui a été débarqué de Ferrari après plus de 20 ans de bons et loyaux services au sein de la Scuderia Ferrari. Eh bien, il aurait de nouveau été contacté, ça c'est seulement des rumeurs, et j'avoue que je ne peux pas les confirmer ou quoi que ce soit, on ne peut pas les confirmer, mais il aurait été contacté pour prendre la tête, pour renseignement, s'il veut prendre la tête ou non d'Alpine en cas de départ d'Otmar Safnauer. Baby Choum, je te laisse, vu que toi tu es le spécialiste de la Scuderia, c'est à toi, je te laisse dans ton avis. Oh, bah... qu'il y aille, que je te dise. Moi. Maintenant, voilà, qu'est-ce que recherche Alpine s'ils veulent vraiment Binotto? Ah, moi, alors moi, je pense qu'on sera jamais d'accord sur Binotto. Mais... Non, mais tu vois, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un Binotto en team principal qui va te sortir des déclarations lunaires alors qu'en face des yeux, on a vu un truc, mais incroyable. Il nous a fait péter les câbles pendant pas mal de courses, hein, celui-ci. Ou alors, est-ce qu'ils veulent avoir, et ça, est-ce que Binotto accepterait, est-ce qu'ils veulent avoir un dragster sur la piste? Parce que tu recrutes Binotto au moteur. Oh là 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 là. Je pense que t'as un moteur Renault. Mais alors, après... Alors, on irait derrière, tu vois. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que Mattia Binotto a été patron de la Scuderia Ferrari. En fait, c'est ça. Ah, oui. Il a été patron de la Scuderia Ferrari. Je sais pas comment, mais oui. Non, mais... après, non, mais... Là, et tu vois ce que je veux dire. Il a été patron... Je vois très bien ce que tu veux dire. Et je veux dire le chat, mais il a été patron de la Scuderia Ferrari. Est-ce que vous pensez que Mattia Binotto va accepter déjà un job qui est, en termes de hiérarchie, moins que patron d'une écurie?
Donc ça veut dire directeur au niveau des moteurs, développement des moteurs, création des moteurs. Bon, non. T'imagines bien, Baby Chum. S'il vient quelque part, c'est pour être le patron. Bien sûr, libre à lui d'être le patron ou pas. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Là, il est en train de faire son potager en ce moment. Bah écoute, il s'éclate, c'est cool. Maintenant, moi, je vais pas vous dire, les gars, chez Alpine, putain, allez-y, foncez, prenez-le. C'est une pépite, ce gars-là. Il va vous faire mener, il va vous amener au sommet, pardon. C'est super. Je peux pas vous le garantir, ça, les gars. Donc, vous avez vu ce qu'il a été capable de faire dans une écurie dans laquelle il était depuis 25 ans. La façon dont il est arrivé à de la Scuderia et ce qu'il a pu faire à côté. Bon, maintenant, si vous voulez prendre le risque, libre à vous. Après, il fera peut-être des bonnes choses. J'en sais rien, je suis pas Nostradamus, encore une fois. On l'a jamais vu en dehors de Ferrari, donc on sait pas ce qu'il peut faire ailleurs. Mais en tout cas, sur ce qui s'est passé, tu pars pas optimiste en prenant Binotto. C'est tout. Donc maintenant, est-ce que Alpine... Je suis pas du même... Ouais, je pense qu'avec Vincent, on n'est pas du même avis. Enfin, avec Vincent, on n'est pas du même avis avec toi. Mais je pense que Vincent et moi, on est du même avis autour de Mattia Binotto. Mais le chat aussi, certains sont pas d'accord, ça se comprend tout à fait. Le problème de Binotto, c'était Ferrari en lui-même. Ouais. C'est la philosophie de Ferrari. C'est que c'est un broyeur de personnes. C'est-à-dire toutes les personnes, ça a broyé Vettel, qu'on croyait intouchable, qu'on trouvait que c'était un pilote glacial, sans émotion, qui en fait se révèle être un petit ours. Désolé, voilà. Ça a broyé Raikkonen. Parce que Raikkonen avait un sacré bon coup de volant. Au final, il en a eu ras-le-bol tellement ça le gonflait conduire pour eux. Il est allé se planquer quelque part. Bon, il avait un problème aussi sur la bouteille, mais ça, on sortira une autre jour. Oh. Non. Mais une typologie comme Alpine avec un grand constructeur où il a l'habitude de la partie politique. Binotto, s'il est arrivé là, c'est qu'il sait gérer la politique interne d'un constructeur. Par contre, il n'aura pas le poids de Ferrari parce qu'Alpine, même s'il a sa communauté de passionnés, elle est franco-française. Et puis, ça n'a pas le même historique. Voilà. Il y a tout à construire pour Alpine, même si Renault a fait des très belles choses en Formule 1, mais il y a tout à construire pour faire briller Alpine. Donc Binotto pourrait, mais c'est surtout, c'est comme disait Roulios TV dans le chat, c'est que c'est un nom qui peut ramener des gens. Oui. Des ingés. Alors justement, je te coupe. Juste, merci de rien pour ton 6e mois consécutif, merci beaucoup. Vas-y, Baby Show. Ok, je suis pour qu'il aille chez Alpine. Y a pas de souci. Par contre, en échange, vous nous prenez tous les mecs chez Fefe qui étaient contre l'arrivée de Vasseur et qui étaient dans la team Binotto. Vous les prenez avec vous. Comme ça facilitera la transition chez la Scuderia avec Vasseur. Ben peut-être. Deal, on fait ça. Ça marche? Ok, bah écoutez, prenez Binotto. Il va falloir récupérer tout ce qui est chez Sauber qui va dégager parce qu'il y a Rossi qui arrive aussi. Ouais, exactement. Allez-y, voilà, faites votre marché. Là aussi, il va y avoir une tiers d'un G1 chez Sauber. Parce qu'Audi, ils vont pas arriver en disant, eux, ils sont vraiment en train d'arriver avec un gros projet. Audi, c'est un projet à la Aston Martin, clairement. Et Sauber, je suis désolé, Audi a juste racheté le droit de ne pas payer 200 millions d'entrées dans la Formule 1. C'est tout ça. Audi, s'il débarque, c'est juste pour mettre ses pions. À voir ce que ça donnera. Mais, on verra. Mais c'est vrai que l'arrivée de Mattia Binotto, j'avoue que je suis pour. En fait, Mattia Binotto était un bon patron d'écurie. Mais je pense que c'est juste que Ferrari, il n'était pas soutenu par Ferrari. Il y avait plein de choses qu'il faisait. Faut quand même rappeler que Mattia Binotto, fin de son 2021, Ferrari va faire des offres à Christian Horner, Andrea Seidel, pardon, pour prendre la tête de la Scuderia. Alors que Mattia Binotto fait une bonne saison 2021 de Formule 1. Je m'expliquerais que déjà, pour te mettre en confiance pour la saison 2022, c'est bien de faire ça. Magnifique, c'est top. Quand même, il y a des limites. Enfin, voilà, pour ça que je pense que Mattia Binotto a fait des erreurs. Oui, je suis d'accord. Mais pas toutes non plus sont à mettre à son crédit. Ferrari, au-dessus de lui, a bien fait beaucoup d'erreurs. Et que Mattia Binotto, cher en tant que patron d'écurie, hors de Ferrari, parce que c'est vrai que la grande question, c'est de savoir ce que peut faire Mattia Binotto, peu importe le rôle qu'il aura, dans une écurie hors de la Scuderia Ferrari. On rappelle que Mattia Binotto a mis plus de 25 ans de carrière, a fait plus de 25 ans de carrière au sein de la Scuderia Ferrari. C'est énorme, t'as des habitudes. Et surtout de vivre en Italie aussi également. Là, il devrait déménager Mattia Binotto. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être peut-être dur, voire différent aussi pour lui, à vivre aussi également. Donc, à voir en tout cas Mattia Binotto du côté de chez Alpine, si ça se fait, et encore, ce ne sont que des rumeurs. Mais il est vrai qu'en voyant les débuts, les déclarations de Laurent Rossi, qui met une énorme pression aujourd'hui du côté
d'Alpine et sur l'écurie Alpine à l'heure actuelle, c'est vrai que ça peut poser certaines questions concernant l'avenir de certaines personnes, à l'image d'Otmar Safnauer. Est-ce que Safnauer sera là l'année prochaine? Ça, c'est une toute autre question. Mais là, c'est vrai que les 5 premiers Grands Prix de la saison, très clairement, ça fait très mal pour Alpine. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que ça s'améliorera? Ça, on verra ça bien sûr, les amis. Le prochain Grand Prix, ce sera du côté de Imola la semaine prochaine. Les copains, peut-être... Et Binotto. Chez Binotto, tiens d'ailleurs, oui, chez Binotto. Peut-être qu'Alpine performera du côté de Imola et se relancera surtout dans après un début de saison catastrophique, il faut le dire.